profite de cette pause pour vous commenter que cette transmission se réalise en différentes langues. Donc, si vous nous suivez par Zoom ou par YouTube, vous pouvez choisir les différentes langues. Et si vous voulez suivre notre conversation, les hashtags, c'est numéro 16 jours, il n'y a pas d'excuse. Maintenant, nous allons passer à la table de discussion. Bienvenue aux membres. Ils vont nous montrer différentes approches de prévention et réponse à la violence de genre qui s'implante dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes et vont débattre comment nous pouvons étendre ces actions que l'on réalise et comment avoir un plus grand investissement dans le réseau. Donc, je donne la bienvenue à nos panélistes. Je commence avec Maria-Noël Vaesa, directrice adjointe de l'OPS, et Gilles et de la Banque mondiale, Monica Botero des femmes de l'Uruguay, et Diana du ministère de la femme du Brésil et Teresa Inchaustegui Romero et Jocelyne qui représente le réseau des filles à la tête. Merci beaucoup pour nous accompagner, ceux qui nous suivent et à nos orateurs. Et pour respecter le temps, et pour pouvoir vous écouter, nous avons partagé votre biographie dans notre chat. Pour commencer, j'aimerais donner la parole à Maria-Noël Baessa, directrice régionale de ONU Femmes. C'est une institution reconnue comme défenseur pour les femmes et les filles qui occupent un rôle central dans les sociétés civiles pour investir dans la prévention. Et avec ça, Maria, j'aimerais te demander pourquoi vous croyez que le slogan des 16 jours de cette année est si important. En avant. Merci beaucoup, Jessica. C'est un plaisir de te connaître, un plaisir d'être ici avec vous. Et j'embrasse tous les membres de cette table ronde et de même à Jocelyne Ramirez. Bonjour, bon après-midi à tous. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans cet événement avec l'OPS, la Banque mondiale et le Royaume-Uni, pour lequel j'aimerais saluer Marie-Lou Valdés, à Galbert et de même à Monica Botero. Je suis uruguayenne, donc elle est notre présidente. De même, Mota, Teresa Romero. Chaque année, comme vous savez, depuis 20 ans, nous avons la campagne Unis-toi. C'est une campagne du secrétaire général et c'est une campagne où nous faisons un appel à tous les gouvernements du monde pour qu'ils renforcent leurs efforts dans l'éradication de la violence contre la femme et les filles. C'est une campagne qui est née comme interagentielle et c'est une campagne mondiale. Nous avons plus de 140 pays qui l'ont adoptée, qui travaillent et surtout, c'est une campagne qui attire l'attention dans ces 16 jours qui va du 25 novembre, jour international de la violence contre la femme, et le 10 décembre, qui est le jour des droits humains. Et je profite pour dire que cette année, c'est 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces 16 jours, la campagne est très forte pour attirer l'attention sur ce thème. Et j'aimerais vous raconter ce qu'a dit le rapport mondial. Et l'année passée, il y a eu 99 000 morts violentes contre les femmes, desquelles 48 000 proviennent des relations intrafamiliales. C'est-à-dire que la femme ne veut pas être tranquille dans son foyer. Il ne faut pas oublier que les guerres produisent une grande quantité de morts, mais jamais autant que dans les morts violentes de femmes. Donc, il y a vraiment une guerre contre les femmes.
Nous devons attirer l'attention sur ce thème. Nous devons attirer l'attention non seulement ces 16 jours, mais tous les jours de l'année. Et cette année, investir pour prévenir la violence est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est bien de parler, mais c'est aussi beaucoup mieux de faire. Et pour cela, nous avons besoin de ressources. Et ce qui se passe toujours, c'est que les campagnes n'ont pas de ressources, n'ont pas de ressources, les actions nécessaires pour investir dans la violence contre les femmes. Les ressources, il faut les chercher à la loupe parce qu'on ne peut pas les trouver. Et il n'est pas possible d'investir pour prévenir la violence. On a besoin de recours importants pour sauver toutes ces femmes de ces morts violentes, de fémicides. Aussi bien Mujeres que l'OPS ont travaillé et adapté ensemble le cadre global qui s'appelle Respect. Ce cadre est pour prévenir la violence contre les femmes et il y a cette loi pratique pour la prévenir. Cette collaboration donnée comme résultat que la Banque mondiale appuie aussi et a développé différents ateliers avec la société civile, d'autres instances de la région. L'Amérique latine et le Caraïbe a été une région pionnière dans cette lutte. Nous avons 13 pays qui ont approuvé des lois générales sur cette violence et 18 pays qui ont typifié le délit de fémicide et féminicide. Cependant, nous avons énormément de challenges, de défis. Il y avait 4000 fémicides dans la région, c'est-à-dire 11 femmes par heure. Et chaque fois, il y a plus de facteurs qui influent sur cette violence, et comme la mobilité humaine, la migration, le changement climatique, le crime organisé et la terminologie qui a exacerbé la violence contre la femme et les filles. C'est donc imprescindible l'implantation de la législation qui existe, des politiques publiques et, comme je vous disais, le financement. Nous devons avoir un accent spécial sur l'importance que les pays investissent dans de fortes alliances avec les organismes multilatéraux, avec ceux de l'organisation civile qui connaissent où sont les problèmes, qui savent où sont les femmes qui sont violentées et qui ont besoin d'appui. Les ressources assignées pour les politiques de prévention et la réponse à la violence contre les femmes sont trop bas. Nous avons fait une révision de 35 pays d'Amérique latine et des Caraïbes et l'assignation oscille entre 0,1 et 1% du budget national. Ça veut dire rien. Donc, il faut les chercher à la loupe. Nous devons augmenter ces ressources, faire une pression pour les gouvernements, augmenter cet investissement. Les coûts de violence de couple ont le 3,7% du produit brut. Ça veut dire 4 fois plus pratiquement dans ce qu'on dépense pour la violence et on investit 0,1. Ça n'a pas une bonne relation. Il faut augmenter l'investissement pour baisser ces coûts de la violence. 2030 est au coin et nous devons être solides dans nos actions, les accélérer pour obtenir cette égalité des genres. L'ONU Femmes, le gouvernement du Royaume-Uni, l'OPS, l'OMS et beaucoup d'autres organisations comme le gouvernement du Kenya, l'Uruguay sont dans l'action pour la coalition et la génération d'égalité contre la violence et également l'Union européenne. Cette action pour la coalition a une feuille de route communicatrice de comment éliminer ces différences. Nous faisons un appel ces 16 jours à tous les secteurs, au secteur privé, aux organisations multilatérales pour donner beaucoup plus de ressources pour prévenir et mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. J'espère que
nous ayons un événement très fructueux et que nous continuions à exiger cette attention pour éliminer la violence de genre et ces ressources que nous avons tellement besoin. Merci beaucoup, Jessica, et beaucoup de succès à votre événement. Merci pour nous accompagner. C'est un privilège et je suis étonnée. 98 000 morts violentes contre les femmes l'année passée et 48 000 de ces morts et de violences intrafamiliales. Vous l'avez dit, investissement, investissement. Et en parlant d'investissement, qui mieux pour commenter sur cela que la Banque mondiale? Et pour cela, nous avons Manindra Gill, qui est le directeur mondial du cadre ambiental et social de la Banque mondiale. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire pour renforcer l'investissement dans la prévention. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de comment, à quoi cela ressemblerait dans la pratique? Merci beaucoup, Jessica, pour l'introduction. Je vais parler d'augmenter les investissements et spécialement écouter Maria Noël et Jocelyn Ramirez, la qualité et l'impact de ces investissements. Donc, ce n'est pas seulement sur les ressources et bien utilisées pour avoir un bon impact et pour lutter contre cette violence. C'est un grand honneur d'être ici. Bien de voir qu'il y a 320 participants. C'est un honneur d'être dans cette table ronde. Et nous avons chaque année 16 jours d'activisme. Et donc, c'est un moment pour avoir ce débat, pour avoir des actions sur le terrain. Qu'est-ce que nous faisons dans la Banque mondiale? Et en commençant par des débuts très humbles il y a 8 ans, nous travaillons sur l'investissement, la prévention et répondre à la violence. Depuis 2017, nous avons 440 projets d'investissement. Nous avons un total d'environ 600 000 programmes continus. Et ceux qui travaillent sur ce thème, moi et d'autres, nous sommes surpris que nous avons 65% des projets qui investissent sur la violence et c'est une augmentation massive de projets. Alors, sur quoi nous travaillons? Nous prêtons au gouvernement. Nous avons investi énormément pour la prévention de la violence des genres et s'assurer des services de qualité pour les victimes de ce genre de violence. Un avantage, c'est que nous pouvons augmenter l'échelle et promouvoir l'innovation des résultats et les étendre au niveau national. Deuxième aspect important, c'est de prendre en compte le renforcement économique des femmes. Si les femmes n'ont pas cette faculté, on ne peut pas éradiquer la violence contre les femmes. C'est peut-être indirect, ce n'est pas quelque chose qui combat la violence contre les femmes directement, mais il me semble qu'autonomiser les femmes dans ce sens, c'est important, réduit le différentiel. Et nous avons beaucoup d'exemples qui nous inspirent.
Et nous n'avons plus l'audio. I'm okay now. I'm okay now. Okay, Yeah, yeah. Ah, So I was saying that donc, je disais que we have many examples where nous avons beaucoup d'exemples où des jeunes femmes Jocelyn Ramirez comme Jocelyn Ramirez address GBV within their own communities. abordent cette violence et deviennent des leaders dans les communautés rurales. Gender-based violence and sometimes Elles abordent cette violence agendas as well. et aussi passent à d'autres programmes Coming out of mm, work of très jeunes. supporting women's Donc, nous voyons beaucoup de résultats we also du work travail working with qui se réalise behaviors, which is the pour essential renforcer les femmes. Nous travaillons avec des leaders communautaires ça peut être un peu compliqué. what is it that makes Ce serait utile that promotes d'avoir plus d'exemples what is it that signals to a pour déchiffrer comment obtenir des changements de comportement. not acceptable Ce que l'on apprend aux jeunes dans les communautés et, et- so I think et ce qui n'est pas acceptable, it's des comportements qui ne sont pas acceptables. it's easy to Ce n'est pas facile rather than have serious outcomes but that's l'obtenir dans la pratique, investment and experimentation mais c'est un secteur d'investissement we invest a lot que nous expérimentons. and there's a lot of evidence where Nous investissons beaucoup dans des espaces publics sûrs, améliorer par exemple l'illumination des rues, des parcs we do make a lot pour minimiser les dangers, many of our améliorer la sûreté, la sécurité dans les autobus. Ce sont des choses qui sont communes dans les projets de développement. On cherche à promouvoir la sécurité dans les espaces publics. look for opportunities Ce sont toutes des choses sur lesquelles nous travaillons et nous chercherons d'autres opportunités, d'autres exemples what kind of things we are doing but just to give pour you pouvoir comprendre mieux. we have a project in Brazil it's an education project Un autre exemple, c'est un projet au Brésil en éducation survivors of gender-based violence who may have dropped out qui travaille avec des victimes de la violence early teenage pregnancy qui sont affectées par le stigma and brings them ou par des so it's grossesses opening a des adolescents one is welcome dans leur communauté. target Nous travaillons dans les écoles giving them agency in a survivor centric manner there is a pour project permettre where que les victimes disaster risk management when the risk of puissent s'autonomiser. because there is overall lack of Nous voyons aussi it helps un accent sur les risques to prevent and et le manque de sécurité publique. Nous élaborons des protocoles de réponse à la violence du genre. a cyclone or a hurricane or some Quelquefois, tsunami il semble qu'on lutte contre des ouragans, des cyclones, des tsunamis, a lot of work with our mais en réalité, il s'agit d'un phénomène qui est la violence contre le genre. for example in Mexico and La Corporation de financement pour le développement cherche des projets. Jocelyne a donné des exemples et cela encourage. sending the message that Et nous travaillons aussi avec des entreprises pour qu'elles prennent un rôle de leadership. Ce sont des choses que nous faisons également. final takeaways J'ai or things that I think 5 messages more of finaux. one we need to have more impact Avoir plus d'évaluation de l'impact we can do in terms of parce qu'on peut faire beaucoup en very important input, en investissement, mais c'est important pour les décideurs and that que cela fonctionne scarce that they are et les ressources sont rares. on something which has Donc, on ne peut pas les let's strengthen police on ne peut pas les mettre dans des choses qui n'ont pas de résultats, prevention des choses qui n'aident pas dans la prévention. impact evaluation second Donc, plus d'évaluation d'impact. loud and clear Et deuxièmement, World Bank working with governments c'est quelque chose que la Banque mondiale ne peut pas travailler seule avec le gouvernement. Il faut avoir l'appui de la société civile, des jeunes, des personnes jeunes, need to be partnerships des ONG. that Les jeunes on the ground doivent être nos associés. which are more macro Ça signifie travailler sur le terrain. discussions which are Nous avons des associations partnerships that have
qui travaillent sur le macro, les régions. Et c'est important d'avoir un impact direct, d'avoir une implantation sur le terrain, dans les communautés. C'est un facteur de grande importance. Et lié à cela, les communautés sont des associés importants, comme l'a dit Jocelyne. C'est important de savoir comment changer les comportements, quels canaux utiliser. Avant, on faisait des rapports. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il faut voir comment nous pouvons obtenir un changement de comportement. Quel rôle jouent les communautés? Quelquefois, nous avons des artistes, des chanteurs, des athlètes fameux qui communiquent aux jeunes que ce n'est pas bien de traiter mal les femmes, utiliser la violence. Ce sont des messages qui fonctionnent et c'est le genre de choses que nous devons apprendre, travailler avec la communauté, la Banque mondiale. Également, nous avons l'évaluation de risques de violence dans tous les projets. Ce sont des évaluations qui sont une condition. Il faut implanter des projets pour s'assurer qu'aucun projet contribue à la violence du genre. Par exemple, qu'on ne permet pas qu'il y ait des travailleurs liés au projet qui attaquent les femmes dans les communautés ou aux enfants. Ce sont des conditions et ça a été un bon point d'entrée pour investir dans la prévention. Quelquefois, les pays veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau macro et c'est le genre de recommandations que nous partageons avec eux et il faut faire davantage. Et finalement, une- et diffuser ces recherches aux décideurs. Quelquefois, les recherches restent chez nous et alors ceux qui prennent la décision sur le terrain, il faut voir comment ces résultats, cette information peut arriver aux ceux qui sont les décideurs en matière d'investissement. Et, encore une fois, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Et c'est important d'écouter le travail que vous faites à la Banque mondiale, intéressant, et les projets que vous nous avez commandés au Brésil, en Honduras. Vous allez continuer avec le slogan Investir pour prévenir, le slogan de cette année. Dans quoi nous investissons exactement? Permettez-moi de passer à l'Organisation panaméricaine de la santé. C'est une institution connue par son travail sur l'approche basée sur les preuves. Et pour cela, Marie-Lou Valdez, directrice adjointe de l'Organisation panaméricaine de la santé, va nous présenter et va nous dire dans quoi nous devrions investir. C'est à vous. Merci beaucoup, Jessica. J'aimerais te dire que l'OPS est fier de patrociner cet événement pour prévenir la violence basée sur le genre. C'est un plaisir de faire partie d'une table ronde si distinguée. Les leaders comme Marie-Noël, nous devons investir dans des programmes basés sur des évidences et reflètent le cadre de respect mentionné par Marie-Noël. Le numéro de femmes et d'enfants, de filles affectées est un de trois femmes. C'est alarmant car nous savons que la violence peut se prévenir en travaillant d'une façon unie. Nous pouvons soulager les conséquences pour les femmes, les filles, leurs familles, la communauté, pour que tout le monde, partout, puisse avoir une vie saine et libre de violence.
Et PAHO est une des leaders et c'est un cadre interagentiel avec l'OPS, ONU Femmes. L'OPS et ONU Femmes ont adapté le respect pour les femmes dans la région des Caraïbes. Et le respect inclut 7 stratégies pour prévenir la violence contre les filles et les femmes. Et chaque lettre du mot respect représente une des stratégies. Elle se base sur les meilleures preuves pour prévenir la violence. Le respect offre une feuille de route à tout le monde, indépendamment du secteur de l'agence. Elle présente des interventions qui permettent une prise de décision partagée, de microfinancement, programme de transférence, améliore les systèmes de transport qui soient sûrs, les programmes dans les écoles qui enseignent les compétences de vie pour les filles et les femmes et renforce l'accès aux services de santé de qualité pour celles qui sont victimes de violences. Le respect est un outil qui maximise notre impact de nos efforts et les investissements qui ont été faits. Dans le monde, on est bombardé par les nouvelles fake, les fausses nouvelles. Nous devons nous demander quelles sont les stratégies qui fonctionnent et quels sont les investissements qui existent pour un impact positif. Nous devons résister à la tentation de choisir des interventions parce que nous sommes accoutumés à les appliquer. Au lieu, comme l'a dit l'oratrice antérieure, lorsqu'il y a des ressources limitées, nous devons investir exclusivement dans ce que nous savons et qui fera une différence. Et cela est un des piliers de respect. Et il y a une approche de santé publique basée sur des évidences. Nous avons la responsabilité d'éviter des dommages et c'est notre responsabilité aussi de maximiser les interventions qui ont une vraie valeur, surtout pour les femmes et les filles qui ont été laissées en arrière. Ensemble, avec ONU Femmes, l'OPS a eu le privilège de lancer un nouvel rapport sur les bonnes pratiques et en Amérique latine et dans le Caribe qui sont cohérentes et qui incluent le Brésil, Guatemala, Équateur et d'autres. Le rapport met l'accent sur la contribution de la région pour prévenir la violence contre les femmes et les filles. Il y a beaucoup que nous savons et il y a aussi beaucoup que nous pouvons apprendre pour que cette vision devienne une réalité. L'OPS, ONU Femmes et la Banque mondiale ont collaboré cette année pour développer un matériel de formation pour ceux qui écrivent les politiques. Nous avons travaillé avec le Chili et d'autres pays pour convoquer différents secteurs et associés pour promouvoir un dialogue sur ce qui fonctionne vraiment pour prévenir la violence contre les femmes et les filles. Donc, collègues, les défis que nous affrontons pour éliminer la violence requièrent des actions de la part de tous les secteurs, de tous les acteurs, de tous les pays. Chacun, nous avons un rôle. Conjointement, nous pouvons lever nos voix et obtenir une différence pour bénéficier les filles et les femmes de partout. Merci, Jessica. Très intéressant ce que tu nous as commenté. Et il y a une phrase qui s'est gravée. La violence est prévenible. Ici, nous allons à l'Uruguay et on va nous parler de Génération Égalité. C'est une initiative leader au niveau mondial qui encourage l'investissement et l'implantation de l'égalité des genres. ONU Femmes
et le gouvernement du Royaume-Uni avec l'Uruguay et partage des rôles de leadership sur la violence de genre. Et pour cela, Monica Otero va nous parler. Elle est la directrice de l'Institut national des femmes. J'aimerais te demander quelle est l'importance du travail de cette initiative pour l'Uruguay et comment vous avez avancé à l'interne. Merci beaucoup à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici. Je salue le mouvement féministe et pour notre condition de compatriotes. Merci pour m'inviter à participer. L'Uruguay est honoré d'avoir été et choisi comme pays représentant de l'Amérique latine et de la Coalition pour l'action et réponse à la violence de genre de ce projet des Nations unies que nous intégrons avec le Kenya, l'Irlande et la Grande-Bretagne. Dans ce sens, nous avons assumé des engagements en entendant que dans nos bonnes pratiques, nos projets implantés vont être pris par d'autres pays comme une guide pour le travail. Et ce que nous nous sommes proposés dans ce travail conjoint, c'est que certaines bonnes pratiques et projets et propositions pour implanter ou avoir comme norme pour être implémentés par des administrations qui viennent après nous. Disons que cette coalition a eu l'énorme difficulté d'être mise en œuvre quelques semaines après le début de la pandémie où nous avons dû traverser ce défi et les administrations à la fin de la pandémie, dans la deuxième moitié, ont impliqué des difficultés d'implantation, mais cela ne veut pas dire du tout que nous n'ayons pas assumé l'engagement et tenu en compte ce que nous devons assumer. Dans ce sens, et pour les participants et participantes qui ne sont pas nécessairement spécialistes sur ce thème, j'aimerais faire un commentaire initial. C'est que la première chose et l'endroit où nous devons nous situer dans l'analyse de ces thèmes, c'est que la violence de genre ne va pas être euh, euh, surmontée pendant que nous ne surmontons pas les difficultés que nous avons les femmes dans toutes les intersectionnalités en tant que telles. Pendant qu'il y a des inégalités de genre, il y aura une violence dirigée vers ces inégalités et la violence qui est provoquée par cela. Donc, c'est notre point de partie, de départ. Lorsque nous parlons de la réponse à la violence de genre et des projets, nous parlons souvent de réponse et lorsque la façon la plus extrême d'exprimer les inégalités qui est la violence de genre, c'est déjà installé ou a déjà eu lieu. Il est important que nous pensions en partant que cette inégalité, dans notre cas, comme mécanisme de genre pour l'amélioration de la condition des inégalités, penser en réponse, à des politiques qui ne pensent pas seulement à la violence focalisée, mais à l'inégalité en général. Et la première rubrique de l'inégalité, c'est l'inégalité économique. Que veut dire cela? La difficulté dans l'accès à l'autonomie économique des femmes à cause de leurs conditions. Et dans cet énorme défi, c'est d'obtenir l'économie économique qui donnera lieu à l'autonomie physique et politique et sont très liés car une femme sans autonomie économique, c'est une femme qui aura beaucoup de difficultés lorsqu'elle sera dans une situation de violence.
où il sera difficile d'implanter des projets de prévention parce que la conditionnalité économique et la culturelle sera conditionnera la réponse. Et j'ai parlé récemment de l'autonomie politique également, le fait de demander à plus de femmes dans des postes de décision du gouvernement et de l'entreprise privée est relié intimement avec la possibilité d'obtenir des investissements et d'avoir une incidence sur les budgets nationaux et politiques pour l'implantation des politiques dans ce thème. Pourquoi? Parce que plus de femmes engagées dans le programme de genre implique une priorisation des programmes et du budget et des investissements destinés à cela. Donc, prendre en compte la supération et des inégalités et l'économie, euh, c'est la possibilité que plus de femmes dans des postes de décision engagées avec le programme de genre est vital pour avoir une incidence réelle dans la politique liée à la réponse de violence de genre. Dans ce sens, pour nous, c'est fondamental en Uruguay et dans la coalition pour l'action, c'est un point de départ central d'obtenir un travail interinstitutionnel. Ça veut dire que la réponse à la prévention et la réparation de la violence de genre et l'investissement requises et les assignations de budget pour le faire n'est pas seulement une responsabilité des instances et des ministères, des secrétariats, c'est une responsabilité de tout l'État. Par conséquent, cela est indiqué dans notre loi intégrale. Nous sommes un pays qui avons une loi intégrale. Il est indiqué que la responsabilité doit être de tout l'État. C'est-à-dire que le ministère du Logement et le ministère de l'Éducation ont leurs responsabilités. Le ministère de la Santé ont une énorme responsabilité, aussi bien dans la détection du problème que dans la réponse et l'accompagnement aux personnes, aux femmes, aux filles, enfants et aux garçons, aux agresseurs. Donner réponse dans ce sens, surtout dans le secteur de la santé mentale et du programme. Je donne un exemple euh, à une fille ou un garçon qui arrive à un hôpital avec une fracture, par exemple, ou une blessure grave. S'il y a des fonctionnaires qui sont informés, qui sont attentifs sur ce thème, va enquêter sur l'origine de la fracture de cet enfant et pourra activer un protocole à l'intérieur de tous les organismes responsables pour donner réponse à ce thème pour qu'ils soient responsables. Des fonctionnaires qui ne sont pas sensibilisés à ce thème, qui n'ont pas des directives, vont se remettre à mettre un plâtre et l'envoyer chez elles. Et ça, c'est la grande différence entre un travail interinstitutionnel où tous les secteurs, et non seulement celui des mécanismes de genre, s'engagent sur ce thème. Et, et si on croit que ce thème est seulement du ministère de la femme, non, il est beaucoup plus ample. Et en matière de prévention, ce sont des investissements qui, politiquement, n'ont pas un grand accent, mais il faut faire des ateliers qui ont une énorme pénétration dans la réponse des politiques et quelquefois ne donnent pas des résultats. Pour nous, c'est un grand chemin. L'interinstitutionnalité, comme je disais, la formation des fonctionnaires et l'engagement à la citoyenneté. La citoyenneté n'est pas sensibilisée sur ce thème.
et ne s'approprient pas d'une responsabilité de s'engager dans chacune des communautés, des familles, des personnes qui l'entourent pour savoir quelle est la réponse minime. Dans notre cas, c'est un appel et c'est une réponse au niveau national où qu'on peut appeler un spécialiste, pas seulement d'écouter le cas, mais il va indiquer quelle est la réponse, si c'est la police, si c'est un centre de santé, si c'est une des techniques de l'Institut national de la femme. La citoyenneté doit être informée qu'il y a des ressources, sinon nous ne pouvons pas offrir les ressources et nous ne pouvons pas aller dans chaque maison, dans chaque place pour savoir qu'est-ce qui arrive avec des personnes qui peuvent avoir des besoins. Par conséquent, la formation des fonctionnaires, des campagnes massives de sensibilisation à la population. Et nous avons deux bonnes pratiques que je voulais partager. Une, c'est la campagne et fiancés libres de violence. C'est la 9e année d'implantation dans un pays de 3 millions d'habitants. Cette année, nous avons pu la marche de 1000 étudiants qui ont participé à la campagne durant 50 ans avec leurs éducateurs en profondissant et en pensant sur le thème, en produisant des produits artistiques et des informations pour ceux qui viennent derrière eux, en créant des liens sur le respect et l'égalité. Et l'autre, c'est un travail que nous faisons dans le secteur numérique. Il nous semble que la ligne, aussi bien de l'implantation de réponses comme la diffusion, comme la sensibilisation, et également la réponse de la police et du système judiciaire aux situations de violence de genre dans le secteur numérique est une socialisation fondamentale entre les personnes les plus jeunes, peut être un instrument fondamental et basiquement pour la prévention de la violence du genre. L'Uruguay a plus de 20 actions engagées dans la coalition pour l'action. Nous avons peu de temps. Nous avons mentionné seulement certains, mais nous sommes à votre disposition et des organisations de la société civile et les mécanismes de genre des autres pays de la région qui peuvent être intéressés et veulent approfondir ce thème. Merci beaucoup et excusez-moi si j'ai passé le temps. Donc, un problème très intéressant, Monica. Surtout, ça va attirer mon attention d'avoir des propositions sur la vision, non seulement sur la violence, mais l'inégalité. Maintenant, nous allons vers le Brésil. Nous savons qu'au Brésil, le mouvement pour les droits de la femme n'est pas nouveau dans le pays. Et étant donné le pays qui a développé la loi Maria Peña qui interdit 5 genres de violences domestiques, au début de cette année, le gouvernement du Brésil a annoncé une série de mesures pour réacheminer le pays vers la prévention de la violence contre les femmes et la promotion de l'égalité de genre. Ici se trouve Vania, qui est de la lutte contre la violence contre les femmes. J'aimerais te demander quels sont les secteurs prioritaires d'investissement pour aborder la violence contre les femmes et comment s'assurer que ces investissements bénéficient toutes les femmes et les filles du Brésil dans toute leur diversité. C'est à toi, Vania. Bonjour, merci beaucoup à tous, à la Banque mondiale et à tous les expositeurs, les orateurs. J'aimerais remercier l'invitation d'être dans cet événement. Ici, nous allons parler un peu dans ce court période, montrer un panorama de ce qui se passe au Brésil. Pour nous, les 16 jours d'activisme à partir du 20 novembre en réalité,
C'est le jour de la conscience noire, anniversaire de la mort d'un des fondateurs, et nous savons que la plus grande violence du pays, c'est contre la population noire, spécialement les femmes. Nous commençons à partir du 20 novembre. Nous anticipons un peu les 16 jours. Nous avons 21 jours d'activisme, au- cette confrontation contre la violence. Pour nous, ici au Brésil, nous travaillons et nous, nous parlons un peu de ce que nous avons passé ces dernières années. Et nous avons eu une autre façon de gouvernement où nous avons une période du point de vue des élections avec l'élection de Jair Bolsonaro qui a été marquée par un durcissement, un moment où en particulier la violence contre la femme, du point de vue du non-investissement lié à la politique pour les femmes et le changement de la politique depuis 2013 du gouvernement démocratique populaire. Nous avons passé par cette façon d'abordage irrespectueux envers la femme et cela a, a rendu plus grave le thème, a eu des conséquences pour la population, pour celles qui ont déjà une nature violente, et comme si l'autorisation pour la violence était naturelle. Après cette période, nous avons une grande lutte. Nous avons essayé de recomposer le gouvernement démocratique. Nous sommes ici en train de corriger toutes ces distorsions qui ont été amenées par la gestion antérieure, spécialement en relation avec les femmes politiques qui avaient été déstructurées. Et nous sommes à un moment de restructuration. Nous avons aussi passé par la pandémie. Donc, la somme de ces deux façons de violence, car la pandémie a aussi été et a porté un grave préjudice aux travailleurs de la santé, à tous les secteurs et rubriques de tous les peuples. Et elle a atteint la femme qui est dans la ligne de front des travailleurs dans les hôpitaux, des travailleurs. Et la somme de tout cela a amené une dévastation au Brésil. Et cela dit, nous faisons une confrontation et de la grande victoire et l'honneur de la femme. Nous avons maintenant un ministère de la femme. Nous ne l'avons pas auparavant. Alors, la première façon de confronter cela, le président Lula croit au ministère de la femme et nous construisons notre ministère. Nous faisons une reconstruction des politiques avec la conservation, ces discours antiques pour ce regard des organisations sociales, des mouvements avec une participation publique et démocratique. Dans ce sens, nous faisons une série de politiques et de nouvelles politiques de confrontation. Et l'une de celles-ci, c'est la Maison de la femme brésilienne. Nous avons cet espace et il s'agit de discipliner. Nous avons des soins psychologiques, un défenseur public avec des représentants du ministère public. Aujourd'hui, nous avons aussi le 14, nous allons inaugurer la Maison de la femme brésilienne à Salvador. Il est important de dire aussi la population noire
et dégradante contre la femme. Nous avons la prévision et il s'agit aussi de construire 11 maisons et des centres de référence de la femme. Et en total, ce sera 18 centres. Et nous allons construire également 40 maisons de femmes brésiliennes à partir d'une association avec le ministère de la Justice qui est obligatoire, un pourcentage pour cette confrontation de la violence contre la femme. Nous allons construire ces 40 maisons et une maison avec des associés nationaux qui sera la première sur le thème des frontières. En plus, nous avons la ministre Maria González qui a ouvert la maison de la femme autochtone à Mato Grosso do Sul. Cette organisation de la politique est référente à la femme du Brésil et pour la bienvenue, et pour les soins et pour répondre à la violence contre la femme par des sujets connus ou pas. Et de plus, nous avons la politique de 180 antérieure qui a été assez difficile parce qu'il y a eu une intersection, il y a eu une confusion des droits humains, une politique spécifique de soins envers la femme. Donc, nous restructurons cette politique en formant la centrale de soins, en ajustant le protocole des soins. Nous avons créé un canal spécifique sur WhatsApp pour que les femmes, comme outil de dialogue, et qu'elles puissent avoir un espace de dialogue ouvert par WhatsApp, ainsi que la Ligue 108. Nous avons un impact national de prévention. Il passe par tous les ministères au Brésil, différents ministères qui adhèrent à ce pacte et qui est fondamental pour que nous puissions faire la prévention, une politique de prévention de n'importe quelle façon pour la dédiscrimination. Le 25 octobre, par la ministre, il y a une initiative pour ouvrir ce dialogue avec cette société et quelle est l'homogénéité, cette haine culturelle contre la femme qui est établie et dans le jour à jour une cause de tellement de violences et féminicides. Aujourd'hui, les chiffres sont très élevés au Brésil et nous avons ouvert ce mois pour les centres de référence pour l'extension de l'utilisation de l'unité des fédérations. Nous avons ouvert ces communiqués pour choisir des organisations de la société civile pour exécuter leurs politiques. Nous avons aussi la participation de groupes interministériels de l'influence politique, un groupe de travail interministériel contre la violence de l'administration publique. C'est un peu de la politique que nous réalisons et je suis à vos ordres si vous avez des questions de la part du ministère des Femmes. Sur le thème de la femme au Brésil, pour comprendre cette restructuration et l'important travail que fait le ministère de la Femme. De plus, le thème de la violence contre les femmes, une partie importante. Il y a une autre partie qui est clé, c'est le leadership qu'il y a dans les hauts niveaux politiques de tous les secteurs et qui sont nécessaires pour une action collective. Et pour parler de cela, nous
nous accompagne Teresa Inchaustegui Romero, membre de la Chambre des députés du Mexique, qui a été éligée comme vice-présidente du Séville. Bienvenue, Teresa, et j'aimerais vous demander pourquoi la prévention de la violence contre les femmes devrait avoir de l'importance pour les autres secteurs. Merci beaucoup. J'aimerais que je puisse ouvrir le vidéo. Mon vidéo est éteint. Ça y est, on vous voit. Merci Jessica. Je remercie à tous et toutes et surtout ONU Femmes l'invitation à cet événement aujourd'hui. J'aimerais vous dire que, à moi, il me semble que prévenir et éradiquer sont les anneaux perdus de la chaîne de valeur des politiques pour la prévention, sanctionner, éradiquer la violence. Ce sont ces deux actions que nous n'avons pas pu enrichir, articuler parfaitement. Et je suis d'accord avec la collègue Botero. Cela dépend fondamentalement que l'on aborde le thème du statut de la femme dans nos sociétés. Lorsque nous voyons toute la législation des dernières 30 années qui ont été élaborées dans la région, lorsque nous voyons les rapports et les indicateurs et que les États apportent à la plateforme Erasegui, nous voyons que la loi existe, mais ils n'ont pas arrêté la violence. Entre autres choses, parce que comme disait la collègue Botero, les ressources qu'il y a pour tous les mécanismes pour les instances de soins qui se multiplient face à la variété, la multiplication des formes de violence. Nous commençons avec la violence intrafamiliale et maintenant nous avons dans certaines législations 14 façons de violence différentes. Je me réfère à tout l'ensemble et nous sommes dans toute la partie, la frontière numérique et là, il y a une autre série de choses qui se produisent. Alors, pendant que les instances se multiplient et que nous multiplions également et que nous complétons la législation, la politique de soins se fragmente, les pauvres ressources se divisent et réellement, j'ai fait des comptes, par exemple, sur la distribution du budget entre le nombre de victimes potentielles données par les enquêtes d'incidence. Et je termine avec environ 1000 pesos, c'est-à-dire environ 50 dollars pour chaque femme qui potentiellement a été agressée à l'année antérieure à l'enquête, et sans compter le coût des appareils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources pour les soins, de façon qu'à toutes les formes de violence s'ajoute la violence institutionnelle parce qu'il n'y a pas les soins nécessaires. Je crois donc que nous devons retourner le thème et pour que réellement nous puissions réduire cette guerre silencieuse qui apparaît. Et là, j'ai 4 points simples. La transformation des normes sociales, mais pas comme une évangélisation en faveur des droits de la femme, mais comme une information structurelle, institutionnelle, clairement du statut inégal des femmes. Il y a un point qui a déjà été signalé par
comme Carol Paceman, qui dit qu'il n'y a pas d'égalité parce que nous avons un statut différent qui est clairement établi depuis la règle du mariage, par exemple. L'autonomisation collective. Jusqu'à maintenant, nos actions d'autonomisation sont en réalité celles que nous offrons aux victimes, font partie de programmes différents qui viennent sous la forme de microcrédits, mais ne sont pas articulés et on le fait individuellement. Et ce que nous devons faire, et cela a été démontré par les meilleures pratiques, que organiser des collectifs de femmes qui encouragent leur autonomie économique est beaucoup plus efficient que de penser à le donner individuellement. Le thème de la contextualisation de la violence, comme du point de vue d'une définition normative des services normatifs qui ne contextualisent pas l'endroit où elles se trouvent. C'est un thème donné que dans nos pays, la violence est plus forte, la violence criminelle, la violence armée et toute une série de choses. Au lieu d'aider la transformation de la masculinité, augmente les formes toxiques de la masculinité. Sur le thème du budget, il me semble que nous devrions demander que les gouvernements aient une plateforme où ils chargent toutes les ressources pour les actions et une reddition des comptes pour que nous puissions voir qu'est-ce que l'on apporte dans ces actions, les actions qui ont à voir aussi avec la récupération des espaces. Mais j'aimerais me centrer sur le thème des normes. Pour conclure, il me semble que nous l'avons présenté lorsque nous avons présenté la violence contre la femme comme un thème d'inégalité de pouvoir, comme un conflit politique. Et je crois que c'est cette forme que nous devons mettre l'accent, car de ma perspective, c'est un des conflits sociaux du siècle XXI, la sortie des femmes des nids à l'intérieur des foyers pour faire ce qu'on appelle le changement structurel des femmes. Ici, cela a ouvert une série de nouveaux conflits, des conflits de type distributif, parce que cette inégalité de statut, nous avons dû le charger et le payer avec une double journée, triple journée, ces opportunités que nous avons à l'extérieur. Donc, ma proposition vient de la recommandation de Carol Payman il faut partir d'une révision du contrat matrimonial, un contrat où l'on mette le thème des soins et du travail domestique, de toute la patrie potestat et la garde des enfants soit sortie du conflit et se mettre dans des institutions tutélaires directes, administratives, non judicialisables, non judiciales, des droits des enfants. Les droits des enfants ne doivent pas être soumis au conflit des parents pour aucun motif. Les États doivent l'assumer administrativement au-delà de la situation des parents. Le thème de la sexualité et des droits reproductifs de la femme dans les mariages doivent être bien établis, de même que tous les points du patrimoine. C'est-à-dire, il faut changer ce contrat
ce vieux contrat qui existe encore dans beaucoup de nos pays pour un nouveau contrat où institutionnellement on modifie la relation entre hommes et femmes dans le mariage. Il me semble que dans la partie communautaire, car la violence communautaire, les féminicides augmentent, il faut présenter également le droit de l'autonomie et de son corps, que l'on le mette constitutionnellement comme un élément fondamental et avancer avec les droits du travail d'une façon radicale et terminer avec le toit de cristal et avancer, changer, non seulement prêcher des changements de rôle, mais commencer à le mettre en lettres pour que le budget duquel sont fondées les relations convoque les femmes pour un statut différent, un statut réellement d'égalité. Ça me semblerait important de souligner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Teresa. C'est très intéressant, cette partie, la transformation des normes sociales. Merci beaucoup à ceux qui nous accompagnent. Nous arrivons à la clôture de cet événement. Maintenant, nous avons Alicia Herbert, envoyée spéciale du Royaume-Uni pour l'égalité et du genre, qui va nous parler de quel est le rôle des nouveaux acteurs pour pousser le progrès dans le programme de genre. En avant, Alicia. Alicia, c'est à vous? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis ici. Et un plaisir. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Parler, c'est un thème tellement important. Parler des bonnes expériences sur la violence de genre. Je parle du Brésil. Je vais faire mon introduction en portugais. J'espère que je ne ferai pas ensuite, ou je ferai ensuite mon discours en anglais. La violence basée sur le genre est un programme global. Elle affecte 1 de 3 femmes et 1 de 4 femmes au Royaume-Uni. Certaines femmes et filles ont plus de risques. Celles qui sont handicapées, celles qui sont de groupes minoritaires ou les femmes trans. Les données suggèrent que 85% des femmes ont une expérience de violence. 11% des femmes ont souffert de violences sexuelles par une personne qui n'est pas leur partenaire. C'est une moyenne de 16%. Et les taux les plus élevés de féminicides sont en Amérique latine et le mariage forcé continue à affecter 1 de chaque 5 filles de la région. Tout cela a un impact, une conséquence négative importante pour les femmes et filles. Pour mettre fin à cette violence basée sur le genre est une initiative qui n'a pas assez de fonds, mais nous savons qu'il est possible de l'obtenir. Les évaluations en Afrique, en Asie, durant la première étape du programme du Royaume-Uni, a montré une réduction de la violence d'environ 50%. Alors, quel rôle nous pouvons avoir dans la promotion du progrès, la prévention de la violence? Je vais offrir quelques suggestions. D'abord, il faut appuyer les organisations activistes des femmes
à la base. Par exemple, une fille de plus ou la verte en Amérique pour comprendre l'importance de ces organisations qui répondent à la violence du genre ont besoin d'une assistance technique pour qu'elles puissent croire et avoir un impact plus grand. Le Royaume-Uni veut appuyer les organisations qui travaillent au niveau de la base en Amérique latine, Caraïbes, à travers le fonds et pour terminer la violence contre les femmes. Le Centre interdisciplinaire des droits de l'enfance et paternité travaille également pour éliminer la violence contre la femme au Mexique et terminer la violence contre les femmes afrodescendantes au Brésil. Il y a des millions de livres qui ont été donnés au Fonds Égalité pour terminer avec la violence en Amérique latine aux Caraïbes. Et je suis contente de vous parler depuis le Brésil, où les ambassades offrent un conseil légal pour des milliers de femmes chaque année. Nous devons utiliser les évidences, les preuves pour des projets fructueux dans la région. Le Royaume-Uni a investi pendant de nombreuses années pour démontrer ce qui donne à des résultats pour prévenir la violence. Nous avons offert 69 millions de livres pour la phase 2 du programme pour augmenter les ressources, pour détecter de nouvelles façons innovatrices de faire les choses. Il reste beaucoup à faire, surtout dans cette région. En 2020, on a identifié 9 évaluations rigoureuses de programmes basés sur l'Amérique latine et 29 en Amérique du Nord. Nous avons compilé des preuves et comment nous pouvons attaquer cette violence dans les Caraïbes, travailler avec d'autres associés. Nous pouvons créer, élaborer des initiatives efficaces. Troisièmement, on ne peut pas résoudre et sans travailler de façon ample avec des organisations de la région. Nous sommes au-delà des projets pour travailler avec les États au niveau national et local pour étendre les programmes locaux. Par exemple, nous participons avec le système pour inclure les écoles, ajuster les transferts pour prévenir la violence. Cela a des bénéfices combinés. Il y a des preuves que les interventions dans les écoles peuvent être efficaces pour réduire la violence et améliorer l'apprentissage et le comportement des genres. Finalement, sur la violence des genres, ce n'est pas une question de fond. Et sur les droits des filles et des femmes au niveau mondial, le droit des femmes doivent être efficaces, bien qu'il y a eu beaucoup d'opposition. Maintenant, nous voyons un mouvement transnational pour continuer à éliminer cette violence. Au Chili, nous travaillons avec la société civile pour contre-arrêter les mouvements de violence contre le genre et permettre aux femmes de participer à la vie nationale. Nous travaillons avec les gouvernements dans toutes les parties du monde et dans cette région pour défendre les droits des femmes et des filles. En résumé, qu'est-ce que je dis à ceux qui veulent investir dans la prévention de la violence? Trois choses. D'abord, appuyer les organisations de base. Ils ont une réponse. Travailler à l'échelle pour étendre les faits et comprendre sur la violence par l'usage d'évidence, de preuves, qui inclut les nouvelles frontières, et c'est-à-dire le travail en ligne.
C'est un grand plaisir d'être dans cette table ronde. Et avec elle, nous closurons cet événement. Et je m'appelle Jessica, je suis communicatrice de la Banque mondiale. C'était l'événement Investir pour prévenir la violence contre la femme et la femme. Numéral 16 jours dans le hashtag. Il n'y a pas d'excuse. Au revoir et merci pour nous accompagner.